Bonsoir, bienvenue à JE. C'est grave ce que vous dites, là. Vous êtes au courant? Je suis conscient de ça. Ce soir à JE, des révélations choc sur le service de police de la ville de Montréal. Aujourd'hui, il y a de la fabrication d'allégations dans le but ultime de museler les gens qui ont des choses à dire. Le SPVM et son service interne au cœur d'un climat d'intrigue et de scandale. Savez-vous quoi? Non, à ma connaissance, fabrique pas de preuves, c'est grave, là. Fuite, faux rapports, campagne de salissage, un des plus importants corps policiers au pays est ébranlé plus que jamais. Quelque chose ne tourne pas rond à l'intérieur du service de police de la ville de Montréal, qui est ébranlé par plusieurs crises depuis quelques années. Ce soir à JE, Félix Séguin nous plonge dans l'univers troublé du SPVM, où règne un climat d'intrigue et de rivalité interne, une véritable guerre de clans, où on irait jusqu'à fabriquer de faux rapports d'enquête sur certains policiers afin de les discréditer. Au début de l'année 2012, il flotte sur le Québec une odeur de scandale, mais surtout à Montréal. La mafia s'est infiltrée dans les affaires municipales. La commission Charbonneau s'apprête à commencer ses travaux. On sent un parfum de corruption en ville. Et la police de Montréal n'y échappe pas. Le SPVM est dans une crise sans précédent. Les médias viennent de dévoiler que le policier Yann Davidson, une taupe, a tenté de vendre toute la liste des informateurs de police à la mafia. C'est précisément le moment où notre histoire commence. Règne alors au SPVM un véritable climat d'intrigue et de règlement de compte. Une guerre de clans fait rage. Le 19 janvier 2012, une voiture se rend chercher un policier du SPVM, Pietro Politi. Il est au cœur de cet affrontement. On l'amène au 20e étage de l'hôtel Intercontinental situé dans le Vieux-Montréal. Comme le prouve cette facture, il pénètre dans la chambre 2020 de l'établissement 5 étoiles. À l'intérieur, parmi les hommes les plus influents de la province, Marc Parent, directeur du SPVM, Jacques Duchesneau, à l'époque chef de l'unité anti-collusion, qui tire beaucoup de ficelles, Nicodemo Milano, un enquêteur spécialisé dans les affaires mafieuses, et bien sûr, Pietro Politi. Il y a deux clans dans cette rencontre. Ceux qui veulent blanchir Politi d'allégations criminelles qui seraient contenues dans ce qui semble être un faux rapport rédigé par un clan adverse. Un faux rapport, c'est grave et lourd de conséquences. Mais ce n'est pas la seule fois où ce se serait produit. Ceux qui voulaient dénoncer cette affaire de faux rapport, vous allez le voir, ont payé le prix. Nous sommes deux sonneurs d'alarme qui avons tenté d'interpeller la direction de l'époque pour des cas de corruption interne récurrents et qui dataient de plusieurs années. Des acteurs clés d'une longue série de scandales impliquant les affaires internes de la police de Montréal, qui s'est terminée avec l'espionnage des journalistes, décident de témoigner à visage découvert. Depuis des années, on est témoin de situations, de scandales qui se perpétuent au SPVM. Ces deux hommes sont Giovanni Di Feo et Jimmy Cacchione. C'est la première fois qu'ils accordent une entrevue. Di Feo et Cacchione ont été patrouilleurs, agents doubles, responsables d'enquête sur les Hells Angels, la mafia. À eux deux, ils cumulent 57 années d'ancienneté dans les forces de l'ordre. Les deux sont d'origine italienne. Italiens et policiers, assez pour éveiller les soupçons de certaines personnes. Bien, je vous dirais, ça commence dans les années 90. Et à ce moment-là, déjà, on se faisait cataloguer par plusieurs comme étant des policiers, mais comme étant des gens de la mafia, des gens du clan Bonanno. Et ça, pas juste par les policiers en tant que tels, mais par des cadres aussi. Nous, on a toujours fait des pressions auprès de la direction pour dire qu'à un moment donné, il faut que ça cesse. Le respect, on a plus de respect sur la rue qu'on en a à l'intérieur même de notre organisation. C'est à la fin de l'année 2012 que la carrière de ces deux hommes commence vraiment à s'effriter. Mais à cette époque, ils ne le savent même pas. Ils sont sous le coup d'une enquête criminelle. À ce moment, les deux hauts gradés font des pieds et des mains pour faire déclencher une enquête sur un policier qu'ils estiment corrompu. De voir la façon que les dossiers allaient, les cas de corruption qui continuaient, les individus qui étaient mal intentionnés, qui continuaient d'évoluer au sein de l'organisation, nous choquaient. Ce qu'ils ne savent pas, aussi, c'est que pendant qu'ils se plaignent de la direction, la GRC les a mis sous écoute électronique.
La GRC enregistre 101 conversations avec Luigi Coretti, alors accusé de fraude dans l'affaire BCIA, une firme de sécurité privée. Le scandale BCIA a mis au jour des pratiques commerciales qualifiées de douteuses et une proximité dérangeante entre l'homme d'affaires et la direction du SPVM. Coretti a été accusé de fraude relativement à cette affaire. Les procédures contre lui ont été par contre abandonnées. Dans l'écoute électronique, on remarque que DiFeo propose régulièrement d'aller chercher le fils de M. Coretti à l'école. Les affaires internes prétendent d'ailleurs qu'il en serait le parrain. Monsieur DiFeo, est-ce que vous êtes le parrain du fils de M. Coretti? M. Coretti n'a aucun enfant. Vous savez que ça a été écrit dans les médias, ça? Oui, effectivement. Il y a beaucoup de choses qui ont été écrites dans les médias, effectivement. On retrouve cette fausse information dans cet article écrit sous la plume acerbe de l'ex-policier devenu chroniqueur Claude Aubin. Fait à noter, c'est Caquion et DiFeo qui l'ont fait accuser d'avoir vendu des renseignements au crime organisé il y a plus de 15 ans. Il a plaidé coupable. Est-ce que Luigi Coretti a des liens de parenté avec vous-même ou votre entourage? Non, aucun lien de parenté de près ou de loin. L'écoute électronique se poursuit et on prétend que les policiers ont, semble-t-il, des fréquentations douteuses. Avez-vous déjà bénéficié de cadeaux en échange de renseignements du crime organisé? Jamais. Jamais. M. DiFeo? Jamais. Avez-vous déjà bénéficié d'avantages quelconques? Pas du tout. Avez-vous déjà transmis de l'information sur des enquêtes en cours? Jamais. On a infiltré le milieu italien. Alors, on a enquêté des membres de la mafia italienne, on les a fait accuser par nos preuves, nos témoignages. Leur travail les amène à avoir des contacts avec la mafia. Ont-ils franchi la ligne? Pendant 28 ans, en fait, on nous a considérés pour la qualité de nos sources. Et vers la fin, bien là, ça devient des fréquentations douteuses. Vous savez, M. DiFeo, qu'avant de faire cette entrevue-là, des gens m'ont dit, puis on parle de personnes haut placées dans le milieu de la police, Joe DiFeo et Jimmy Cacion, ces deux gars-là, ce sont des bandits. Qu'est-ce que ça vous fait d'entendre ça? Ça ne me surprend pas. De toute façon, on a toujours dérangé beaucoup de monde au sein du service. Mais on se pose toujours la question, pourquoi ces gens-là ont intérêt à dire des choses qu'ils savent très bien qui ne sont pas vraies? C'est inacceptable de se faire qualifier de bandit après tout ce qu'on a donné comme service. Un développement survient dans l'enquête. La direction apprend que le duo s'apprête à dénoncer publiquement ce fameux scandale de corruption allégué. Policiers qui recevraient de l'argent du crime organisé, anomalie dans le traitement des sources, autant de scandales possibles qu'ils voulaient dévoiler. Nous étions à préparer une lettre qui était pour être adressée au ministère de la Sécurité publique ainsi qu'aux médias, justement pour dévoiler ce qu'on vivait d'abord, puis dénoncer une situation au service de police. Un matin de juin, un appel les enjoint de se présenter au quartier général. Ils croient qu'ils pourront exposer les cas de corruption qu'ils ont déterrés. C'est plutôt le contraire. Ils sont congédiés. On ne sait pas ce qu'on nous a reproché. On n'a jamais été arrêtés, on n'a jamais été accusés, on n'a rien fait. La chute est brutale. Aucune accusation criminelle, 12 accusations disciplinaires, aucune destitution, bien que c'est ce que le service souhaitait faire avec eux. L'affaire se termine après 50 000 $ en frais d'avocat et un règlement à l'amiable dont les termes sont confidentiels. Un règlement qui annule toutes les procédures disciplinaires. Sur papier, Caquion et DiFeo ne sont coupables de rien, mais leur réputation est détruite. Le SPVM venait de se débarrasser de 2 policiers qui pouvaient mettre le service dans l'embarras. On se demande par contre jusqu'où la direction du SPVM est prête à aller pour faire taire ses employés. Lorsqu'on regarde de plus près les déclarations assermentées qui ont coulé Jimmy Caquion et Joe DiFeo, on remarque qu'elles sont à peu de choses près identiques et contiennent plusieurs informations erronées. Il faut faire une nuance ici très importante concernant l'ingérence de la direction dans les enquêtes. Aujourd'hui, il y a de la fabrication d'allégations et à partir de la fabrication d'allégations, on commence des enquêtes, on initie des enquêtes dans le but ultime de museler les gens qui ont des choses à dire. Mais c'est grave ce que vous dites, là. Vous êtes au courant? Je suis conscient de ça. Je suis conscient de ça et c'est ce qui se passe présentement. Ce que vous dites est assez grave, là, au point suivant. C'est que le SPVM inventerait des allégations ou travestirait la réalité pour mettre ça dans des mandats pour faire accuser au criminel un de ses policiers. Effectivement. Les directeurs adjoints qui sont en place
connaissent cette façon de faire. Fabrication de faux rapports, enquête déclenchée sous de faux prétextes, les affirmations des deux policiers peuvent sembler difficilement crédibles, car elles attaquent les fondements mêmes d'une enquête de police. Difficilement crédibles, à moins qu'elles ne soient confirmées par deux autres personnes. Dans un instant à JE, un autre policier est victime des manigances et du climat de vengeance à l'interne au SPVM. Le témoignage choc des policiers Joe DiFeo et Jimmy Caccione qu'on vient d'entendre à JE est troublant et lourd de conséquences. Voilà qu'un autre ex-policier, l'ancien enquêteur Roger Larivière, témoigne à son tour à JE et vient ajouter à la gravité du problème qui ébranle le SPVM. Curieux parfois comme l'histoire se répète. Après celle des policiers DiFeo et Caccione qui s'apprêtaient à dénoncer une situation de corruption alléguée au SPVM devant les médias, voici l'histoire de l'ex-enquêteur de police de Montréal, Roger Larivière. L'histoire commence le 9 octobre 2014. Larivière était attablé au restaurant Eldorado de l'avenue Mont-Royal en compagnie du commentateur en affaires policières Stéphane Berthomé. Écoutez bien, ils ont inventé une histoire pour venir, à un moment donné, jusqu'à perquisitionner chez moi parce que j'avais été vu avec un journaliste, Stéphane Berthomé. Pourtant, j'avais envoyé une lettre à M. Marc Parent. Je voulais révéler comme quoi que les enquêtes internes de la police de Montréal ne faisaient pas leur job correctement. C'est-à-dire que quand ils ont un suspect en tête, leur enquête va rester sur le suspect, même s'il y a des faits qui les amèneraient complètement ailleurs. Cette mésaventure lui a vraisemblablement coûté sa réputation au sein de la police. Encore là, le SPVM a tenté de nous dissuader d'interviewer Larivière. Vous savez que la police essaie de vous faire passer pour un fou, hein? Un gars qui est instable psychologiquement. Tout à fait. Tout à fait. Pourquoi ils nous disent ça, selon vous? Parce que c'est leur moyen de défense. C'est la seule chose qu'ils peuvent sortir sur moi. Pourtant, c'est-tu drôle? Si j'étais quelqu'un de fou et instable, pourquoi est-ce que j'ai réussi tous les tests pour devenir commandant? Après avoir été vu avec Berthomé, Roger Larivière a été mis sous filature et un juge a ordonné une perquisition à son domicile, de même qu'à son lieu de travail. Prétexte, il aurait eu accès et peut-être transmis des documents d'enquête confidentiels. Ils ont intercepté mes communications via mon cellulaire, ainsi que mon positionnement. Et je sais qu'il y a eu 8 journées de filature sur moi. Parce qu'on vous soupçonnait de vouloir parler aux médias. Oui. Entre autres. Oui. Voici un autre témoignage qui corrobore les premiers. Une déclaration écrite, reçue en main propre par notre bureau d'enquête, d'un haut gradé de la police de Montréal, un policier avec d'importantes fonctions, haut dans la hiérarchie, dont le dossier est sans tâche. Nous l'avons fait jouer par un comédien afin de lui éviter beaucoup d'ennuis. Le sort réservé lorsqu'on fait l'objet d'allégations criminelles ou disciplinaires est à géométrie variable selon qu'on soit ami du parti, c'est-à-dire dans les bonnes grâces du chef ou l'inverse. C'est carrément dégueulasse la façon dont ces enquêtes sont menées, souvent bâclées afin de satisfaire le désir de vengeance des hauts dirigeants. Les affaires internes fonctionnent encore comme ça se faisait dans les années 50, c'est-à-dire qu'on trouve un suspect dont on veut se venger, puis on tente d'arranger ou de trouver les preuves pour l'accuser. Au contraire de ses prédécesseurs, l'actuel directeur du SPVM, Philippe Pichet, a accepté de nous accorder une entrevue. Dans le cadre de notre entretien, il ne pouvait aborder de cas précis, mais plutôt parler des affaires internes en termes généraux. Notons aussi que la loi oblige le SPVM à avoir un service d'enquête interne. Il faut que ça existe. Et je vous dirais que le lien de confiance du public envers son service de police fait en sorte qu'il faut vraiment avoir une équipe qui s'occupe de faire la lumière sur ces choses-là. Philippe Pichet réitère sa confiance en son service, mais admet qu'il doit s'améliorer. C'est un peu revoir la façon dont on fait les dossiers, puis revoir un peu les processus, puis revoir comment on attribue la tâche aux enquêteurs. Enquêter sur des policiers, vous comprendrez que c'est très, très, très spécifique, puis on enquête sur des gens qui connaissent la plupart du temps des techniques d'enquête. Est-ce que les affaires internes répondent à des commandes dites politiques de son directeur? Vous n'avez jamais passé de commandes politiques, entre guillemets, non, aux pas affaires du tout. internes? Ah non, pas du tout. Car c'est impossible, c'est ça? Non, oui, exactement. Puis non, je ne l'ai pas fait, puis je le ferai pas, parce qu'en fait, le système est très clair.
c'est qu'il y a une manière de fonctionner, puis on n'a pas besoin de passer de commande. Les affaires internes n'ont pas un mandat d'accuser les gens, ont un mandat de faire la lumière. S'il y a un geste répréhensible qui a été commis, il y aura des sanctions qui viennent avec. Mais d'un autre côté, si l'enquête a permis de dire que non, il n'y en a pas eu, les policiers vont être blanchis. Dans un instant, à JE, le climat d'intrigue et de suspicion atteint un sommet. Cela sera-t-il toléré encore longtemps? C'est dans ce contexte de rivalité, de corruption alléguée et de guerre interne qu'a éclaté récemment un autre scandale qui secoue le SPVM, l'écoute électronique de journalistes. Mais que se passe-t-il au SPVM? Est-il normal que le deuxième service de police municipale au pays soit ainsi plongé dans une crise après l'autre? Le matin de l'Halloween 2016, le SPVM gère l'une des plus graves crises de son histoire. On apprenait que la juge de paix de Carufel avait autorisé la police à espionner le journaliste Patrick Lagacé. Il était devenu un élément central dans l'enquête sur le sergent détective du SPVM, Faisal Djelidi. Ici, c'est une situation très exceptionnelle et très sérieuse qui a été traitée avec des moyens exceptionnels parce que comme corps de police, on a aussi l'obligation de faire respecter la loi. Justement, parlons de l'enquête sur Djelidi, qui fait face à des accusations de parjure, tentative d'entrave à la justice, sollicitation et obtention de services sexuels moyennant rétribution, ainsi qu'abus de confiance. Nous venons d'obtenir des détails nouveaux sur le début de cette enquête. Portez attention aux dates, elles sont importantes. Le 10 novembre 2015, un policier porte plainte contre un haut gradé du SPVM pour une affaire d'entrave à la justice sur fond d'ingérence politique. 9 jours plus tard, le 19 novembre, on déclenche une enquête sur le policier qui a porté plainte et son collègue, Faisal Djelidi. Au cœur de cette plainte, une allégation très grave, que Djelidi plante de l'héroïne dans les poches de revendeurs de drogue afin de les faire chanter pour recevoir de l'information. Curieuse date pour débuter une enquête sur une allégation aussi grave, alors que l'information avait été transmise au SPVM en septembre 2015. En plus, la personne qui transmet cette information à la police est une source codée. Notre bureau d'enquête a appris que cette source en question aurait des épisodes paranoïaques et se sentirait suivie par les forces de l'ordre. Nous avons retenu les services du docteur en criminologie Philippe Ben-Simon, auteur de 7 ouvrages et d'une dizaine de recherches qui ont fait école. Notre question est simple. Que se passe-t-il avec la manière dont on mène des enquêtes délicates dans les services de police et particulièrement au SPVM? Je dirais, ça frise le criminel. Alors très souvent, dans une enquête interne, quelle qu'elle soit, je ne parle pas uniquement de la police, vous avez déjà une réponse et on va fabriquer des questions autour de cette réponse. Le service des enquêtes internes du SPVM a essuyé plusieurs revers au cours des dernières années. Jamie Cacchione, Joe DiFeo, Tony Bianco, Mario Lambert, Roger Larivière, André Thibodeau. Toutes les enquêtes dont les policiers suspects ont finalement été blanchis. Tout est politique. Dépasser un certain échelon, dépasser une certaine voie hiérarchique, tout est politique. 2 noms reviennent toujours autour des enquêtes qui dérapent. Costa Labosse et Normand Bordua. L'inspecteur-chef Labosse est toujours sur le coup d'une enquête criminelle de la Sûreté du Québec. Son frère possède le restaurant Liège dans le quartier Parc Extension, qui a été visé par un cocktail Molotov en septembre dernier. L'incendie semble lié à la mafia. Labosse a récemment été muté à des fonctions moins sensibles. Le sergent détective Bordua, pour sa part, a aussi été visé par une enquête criminelle de la Sûreté du Québec, puis blanchi. C'est par ces 2 hommes qu'est arrivé le scandale d'espionnage des journalistes. Nous leur avons demandé de justifier la manière dont ils font leurs enquêtes. Bien, vos questions sont très pertinentes, là, mais vous savez les politiques en vigueur au service de police en matière de relations médias. Mais vous ne pouvez pas répondre comme ça à cette simple question-là, qui est quand même assez importante, évidemment. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous, puis ça va être répondu en temps et lieu. La question, est-ce que le SPVM fabriquerait de la preuve? Savez-vous quoi? Non, à ma connaissance, ne fabrique pas de preuves. C'est grave, là. On parle de fabrication de preuves. Si on pensait que nos enquêteurs aux affaires internes fabriquent la preuve, je m'empresserais de demander une enquête par un corps de police indépendant, comme la Sûreté du Québec. Chose certaine, la manière dont le SPVM enquête sur ses propres policiers laisse assurément derrière des vies brisées. Ce sont des gens qui, même
S'ils arrivent à être blanchis, en resteront marqués. Félix, ce qu'on vient de voir ce soir, bien sûr, c'est troublant et ça pose des questions fondamentales, non seulement sur le bon fonctionnement du SPVM, mais carrément sur l'intégrité du SPVM. À tout le moins, Paul, sur l'intégrité de certains enquêteurs qui font un travail colossal, mais dans des enquêtes qui, selon ce qu'on vient d'entendre dans l'émission, télécommandées par la direction pour nuire à des policiers. Le malaise est si grand qu'en marge de l'émission JE, nous avons appris qu'une pétition commence à circuler dans les postes de quartier du SPVM, dans les centres d'enquête, dans les divisions spécialisées. Une pétition qui réclame quoi? C'est extrêmement important, une enquête publique sur la section des enquêtes spéciales et des affaires internes de la police de Montréal. La demande est acheminée à Martin Coiteux lui-même. Les noms sont en train de s'ajouter à cette pétition. On verra de quoi il en retourne. Merci, Félix. Je vous rappelle, vous avez de l'information ou des commentaires à nous transmettre, n'hésitez pas. Écrivez-nous, écrivez-moi. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir été là. Mon nom est Paul Larocque. Au nom de toute l'équipe de JE, je vous dis à la semaine prochaine.